introduction-là. Donc, bon, les GEM, l'origine, c'est une loi du 11 février 2005 qui, pour l'accès à une pleine citoyenneté des personnes en difficulté, enfin en situation de handicap. Et cette loi donne, et puis l'accès au droit, bien sûr, hein, et l'égalité des chances, hein, le fameux concept d'égalité des chances. Et cette loi donne une définition générale et élargie du handicap, conçue comme la restriction à la participation sociale de personnes en raison d'un... Attendez, je vais vous dire exactement ce qu'ils disent. En raison de l'altération substantielle d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques. Donc avec la reconnaissance du handicap psychique, je le mets entre guillemets, la loi prévoit une modalité de compensation originale qui est la possibilité pour les personnes en souffrance psychique de se regrouper sous forme associative, voilà, et pour lutter contre l'isolement et favoriser le lien social. Donc apparaît un nouvel objet dans le paysage de la santé mentale, que je mets aussi entre guillemets parce que, enfin, c'est pas l'objet, mais ça peut être aussi discuté, ce terme-là. De fait, le dispositif des GEM a un lien évidemment avec la santé mentale, pour ne pas dire de la psychiatrie. En fait, ils s'inscrivent un petit peu dans les, je dirais, ils répondent aux besoins laissés par les transformations profondes des dernières décennies de la psychiatrie, c'est-à-dire un recul de l'esprit du secteur, recentrement sur la crise, prévalence des suivis ambulatoires à défaut de lits en suffisance, emballement pour les neurosciences et discrédit de la psychanalyse. Donc, il s'agit d'un dispositif inédit, peut-être, ce serait, bon, je vérifie que je suis bien dans mon plan, hein. Ouais. Il s'agit d'un dispositif inédit, mais qui répond, oui. C'est pas, c'est micro, ça va? Ah, d'accord. Bon, qui répond à une forte mobilisation de 3 grandes fédérations associatives qui sont concernées par la santé mentale à des titres différents, qui sont l'UNAFAM pour les familles, l'AFNAPSI pour les usagers et les Croix Marines pour les soignants. Donc cette loi et les circulaires qui ont suivi portent beaucoup de traces des discussions qui ont prévalu au moment de l'élaboration de la loi. En particulier des modèles qui étaient en discussion. Donc les clubs thérapeutiques tels qui se sont développés après la guerre sur le modèle de Saint-Alban, mais aussi des influences anglo-saxonnes qui commençaient vraiment à s'imposer, enfin tout doucement, dans le cadre de la santé mentale, c'est-à-dire les notions de pérédance, d'advocacy, les clubhouse, et bien sûr les théories de l'empowerment et du rétablissement. Donc, on s'aperçoit qu'il s'agit d'un dispositif hybride, métissé d'expériences, enfin d'idées et un peu, bon, parfois antinomiques, et d'expériences. Alors, le but de la loi, c'est donc de créer des formes de clubs sociaux, sans vocation thérapeutique, animés par les membres du groupe, avec l'aide d'animateurs salariés non professionnels du soin.
Le moteur, c'est l'association loi 1901 avec un conseil d'administration élu par l'Assemblée générale qui va, c'est pas enfin, c'est le conseil, c'est le conseil d'administration qui va décider, enfin désigner, il n'est pas élu, de son président, un adhérent usager du groupe. Pour être financé par l'ARS, l'Agence régionale de santé, via la CNSA, bon, il faut répondre à un cahier des charges assez exigeant. Bon, le financement global, c'est une dotation forfaitaire pour tous les dispositifs, doit permettre de payer un local pour les activités, de rémunérer les animateurs, animatrices et d'assurer un petit peu de fonctionnement. En fait, les jeunes se développent très vite, dès 2005, et il s'agit à ce moment-là dans une grande improvisation. Hein, les premières années ont été très rock'n'roll. Il s'agit de regrouper les personnes concernées, de trouver des animateurs dont le statut n'est pas défini. Et naturellement, ce sont les associations des réseaux qui ont participé à la loi qui se retrouvent un petit peu aux manettes. Donc, j'ai dit que le cahier des charges est plutôt, bon, il est contraignant, il est dérogatoire au droit commun. C'est un peu le totem des associations, le cahier des charges. Donc, je vous lis l'objet du GEM. Son but exclusif est de favoriser des temps d'échange, d'activités et de rencontres susceptibles de créer du lien et de l'entraide mutuelle entre les adhérents. La fonction première du GEM est de rompre l'isolement et de favoriser le lien social à l'intérieur comme à l'extérieur du GEM. Le mode de fonctionnement s'apparente à une co-construction entre les adhérents, adhérentes et les animateurs salariés. Donc, composé de personnes vulnérables, ça c'est la loi qui le dit, le GEM doit nécessairement, c'est une obligation, être épaulé, c'est le terme de la loi, par une association qui a pignon sur rue, reconnue par les pouvoirs publics et qui sera le parrain. Donc ça, c'est une obligation et qui subsiste encore aujourd'hui. Ce parrain a quand même un droit de regard sur les activités de l'association du GEM puisqu'il participe de droit à tous les moments forts du GEM, c'est-à-dire l'Assemblée générale, et avec voix consultative à l'Assemblée générale et au conseil d'administration. On s'aperçoit, bon, depuis en 2016, les choses se compliquent encore un peu, car le cahier des charges qui change, c'est-à-dire les arrêtés d'application, interdisent aux parrains de gérer directement les affaires administratives et financières du GEM. Et pour les GEM qui n'ont pas envie ou qui ne se sentent pas en capacité de gérer directement leur association, il faut absolument passer par une association gestionnaire à qui le GEM pourra déléguer la gestion du personnel et des comptes. Donc on s'aperçoit que les GEM ne manquent pas de partenaires de droit. Entre l'ARS, le parrain et l'association gestionnaire. C'est en général, les trois partenaires sont, enfin en tout cas l'association gestionnaire et le parrain, ça représente presque la majorité des situations actuelles. Donc entre ces trois partenaires, on peut un peu douter de l'autonomie réelle des GEM. Bon, sauf que
si ces partenaires arrivent à trouver la bonne distance, ce dispositif complexe, dérogatoire au droit commun des associations, n'est pas vraiment sensible à l'intérieur du GEM pour les usagers. De fait, ce sont quand même les instances de l'association du GEM qui vont décider de la vie quotidienne, du choix des activités, du développement des partenariats. Donc on s'aperçoit qu'en fait, si on fait abstraction des grands partenaires, dont nombre peut peser quand même, les usagers, enfin les acteurs du GEM, qui sont essentiellement les membres et les animateurs animatrices, ont une grande liberté, sont vraiment eux les vrais acteurs. Donc, on en arrive au fait que, finalement, les GEM se sont développés assez rapidement. Aujourd'hui, on estime, c'est le CNIGEM, Collectif National Intergem, estime qu'il y en aurait environ 720 sur l'ensemble du territoire, ce qui représente quand même à peu près 60 000 personnes qui, chaque année, bénéficient, enfin, transitent dans les GEM, ce qui n'est pas rien. Donc, au-delà de ce nombre, on s'aperçoit que les GEM sont extrêmement inventifs dans l'ensemble, et on peut se demander comment, à partir d'un cahier des charges unique, il va y avoir autant de diversité dans les modes de prise en charge, d'accueil, dans le choix des activités, dans les partenariats développés, aussi bien avec des associations culturelles, sportives, voire des établissements de soins. Bon, la première réponse est effectivement que le GEM est strictement local. Le GEM dépend chaque GEM a son histoire propre en fonction de sa situation géographique, bien entendu, et sociale, mais aussi de sa vision propre, s'il en a une, et éventuellement des valeurs des parrains. Donc chaque GEM constitue un microcosme qui va inventer sa propre culture. Et on comprend bien que les besoins ne sont pas les mêmes suivant que le GEM se situe à Tahiti, à Mayotte ou à Paris. Et donc on voit bien que cette diversité poindre, et c'est ça qui fait vraiment l'intérêt, finalement aussi. Quoi dire? Qu'est-ce que je disais? J'essaie de retrouver ça dans ma tête. Je suis trop loin déjà là. Microcosme, etc. Et microcosme renforcé, du fait que chaque public d'un GEM est lui-même extrêmement hétérogène en fonction de l'âge, du niveau scolaire, de la situation, du parcours de soins, etc. Je crois que j'en ai fini avec ça disons la diversité, le nombre des jeunes. Mais on peut se demander aussi pourquoi. En fait, j'ai intitulé la partie 2 un nouvel outil plébiscité par les jeunes. Donc, au-delà de cet attrait, de cette diversité, de cette liberté donnée à chaque jeune, il y a des libertés plus fondamentales encore, qui sont la liberté d'adhésion. Les GEM sont entièrement facultatifs et très faciles d'accès.
liberté d'adhésion ne repose, enfin, est totale. Les personnes éligibles à un GEM sont définies comme des adultes souffrant non pas souffrant, présentant des situations de santé similaires. On voit bien que bon, les termes sont suffisamment flous pour recouvrir toutes sortes de difficultés psychiques en dehors de tout diagnostic. Par ailleurs, il n'y a pas de dossier médical, pas d'obligation d'être présenté par un médecin ou un travailleur social, pas d'entretien préalable, voilà. L'autre liberté extrêmement importante, c'est celle de circulation et d'accès à toutes les instances du GEM, instances de l'association, et à tous les moments de la vie du GEM. Cette liberté, je pense, n'existe nulle part ailleurs. Donc chaque adhérent pourra venir à son rythme, 5 minutes par jour, ou 5 minutes tous les jours, une journée entière, tous les jours de la semaine, pourra venir de loin en loin, un petit peu en consommateur ou en touriste, ou en militant, tout ça c'est entre guillemets, hein, vraiment désireux de s'investir dans la gestion de la vie quotidienne et de l'administration au sens propre du GEM. Alors, quelles sont les motivations, enfin, qu'est-ce qui pousse les gens vers un GEM? C'est bien sûr souvent l'intérêt des activités. En tout cas, c'est ce qui est mis en avant, c'est le produit d'appel. Mais dans un GEM, on vient aussi pour sortir de chez soi, pour bouger un peu, pour rencontrer les autres. Et puis, on peut aussi venir parce qu'on est mal dans sa peau, parce qu'on se sent à l'écart, isolé, qu'on a subi un burn-out ou qu'on veut se changer les idées. Il me semble que dans ces formulations, il y a quand même une attente. Hein, on dit, bon, les gens viennent comme ça, ils viennent pas, etc. Mais il y a toujours au départ quand même, il me semble, une attente des échanges à venir. Et ça, ce serait un peu le moteur. Il y a des choses peut-être à construire. Surtout que, bon, à aucun moment, on va être obligé, on peut se retirer, on peut venir à son rythme, etc. Alors pourquoi pas tenter l'expérience? Donc cette attente serait celle d'un mieux-être, tout simplement. Dernière, c'est un peu long mon introduction, mais je crois que ça donne un peu du corps à ce qui va se dire ensuite et qui se vit dans un GEM. Hein. Donc, troisième grand particularisme, c'est l'animation profane. Ça, c'est, je ne sais pas si vous mettrez le plan sur le site, mais bon, c'est le plan. L'animation profane. Alors, paradoxalement, le fait que les animateurs, animatrices d'un GEM ne soient investis d'aucun rôle soignant, n'aient aucun pouvoir de contrôle sur le parcours de soins des participants est, à mon sens, une des raisons de la confiance et de l'adhésion. On pourra en discuter pourquoi. Donc, le statut des animateurs et ses rôles. Alors, ces rôles, selon le cahier des charges, ils aident les adhérents à s'organiser, à veiller, à veiller au confort et à la gestion quotidienne du groupe. Ils apportent aux adhérents qui le sollicitent leur écoute, leur avis, leurs conseils, mais sans jamais se substituer aux professionnels du soin et de l'accompagnement. Alors, pour ces rôles multiples, aucun statut n'est prévu, aucun diplôme n'est exigé,
Et ces rôles, au-delà de ce qu'on vient d'entendre, sont très extensifs, puisque les animateurs doivent aussi aider les adhérents à construire des partenariats, tous azimuts, avec le tissu social, avec les acteurs du soin, etc. Donc c'est beaucoup de choses. Et on peut se demander quelle est vraiment la fonction d'animation dans un GEM. Alors parce que les animateurs animatrices sont toujours là et qui représentent la continuité du GEM, ils sont vraiment au cœur du dispositif. Ils sont amenés par la loi à faire beaucoup de choses avec les adhérents, co-animer les ateliers, gérer le quotidien, c'est ce qu'on vient de voir, mettre en œuvre des projets. Mais ils sont aussi l'objet de toutes les attentions des membres du groupe. Ils sont souvent pris pour modèles, ils sont l'objet de nombreux transferts, de projections. Ils auront à participer à toutes les discussions, voir les conflits, les embrouilles, interpréter le règlement intérieur, faire des arbitrages. Donc, on s'aperçoit que les animateurs, au-delà d'animer les ateliers, sont là aussi, mais avec l'ensemble du groupe, pour prendre en charge les émotions et les affects exprimés. De fait, la fonction d'animation est moins d'animer les activités que de les rendre possibles, désirables et d'aider les personnes à s'y risquer. Alors, les animateurs, animatrices ne sont pas des pairs, bien entendu, mais ils sont dans une très très grande proximité avec les usagers, adhérents du GEM, avec lesquels ils sont dans une relation vraiment la plus égalitaire, la plus horizontale possible. Donc, voilà, ça, j'avais envie de dire ça. Ils sont plutôt dans une position de partage de la parole et du savoir, et des savoirs. Et tout ça doit marcher ensemble tout le temps. Donc animer dans un GEM, c'est déjà se demander un petit peu ce qu'on fabrique ensemble. C'est médiatiser les relations entre les membres. C'est maintenir une dynamique, structurer et ponctuer le temps. C'est beaucoup de choses, hein, c'est vraiment beaucoup de choses. Et c'est surtout de garantir une certaine ambiance, un peu au sens où l'entendait Jean Rouly. Hein. En fait, les animateurs, animatrices sont les alliés, les témoins privilégiés des difficultés partagées. Et ce sont les premiers partenaires des adhérents du groupe. Alors là, c'est une partie un peu longue, mais je pense que on en arrive rassurez-vous, à la seconde partie sur le délire et la créativité que j'ai appelé délire et créativité ou le travail psychique dans un GEM. Ben, vous comprendrez pourquoi. Hein. Donc, en dehors des activités structurées, le GEM est avant tout un lieu de relation, l'opportunité de rencontres inattendues avec les autres et avec soi-même. Donc, le partage des tâches se fait au quotidien, hein, au jour le jour. Les tâches, l'animation, l'accueil, le ménage, la vaisselle. Et la plupart de ces rencontres donc, se font dans des temps interstitiels entre les activités. Et ce sont des temps très, très importants
sur des rencontres informelles dans les temps interstitiels où chacun au hasard des rencontres aussi, puisque avec cette liberté de circulation, on n'est jamais garanti on ne sait jamais qui on va trouver au GEM. Et ces rencontres se font comment dire ça, au moment où les gens se croisent, se posent pour un atelier ou pour autre chose, alors que d'autres sont juste là pour prendre un café, dire bonjour, voilà. Donc il y a toujours une espèce de mouvement brownien avec voilà, une espèce de bruit de fond comme ça. Alors évidemment, toutes ces relations sociales suscitent un travail psychique, hein, qu'on le veuille ou non, et qui touche potentiellement chacune des membres dans son rapport à l'autre et au groupe. Donc s'il n'y a pas de projet thérapeutique dans un GEM, il y a des mouvements psychiques relativement complexes, difficiles à saisir parce que la clinique du quotidien est extrêmement labile et volatile. Donc on arrive à la place du délire dans un GEM. Vous aurez compris, deviné, qu'on n'en parle jamais directement, frontalement, pour plusieurs raisons. Parce que les adhérents n'aiment pas du tout parler de ça, c'est du domaine de l'intime, c'est privé, ils préfèrent oublier, ils préfèrent mettre entre parenthèses. Et puis parce qu'il n'y a pas de professionnels autorisés à recevoir ce type de confidence. Cependant, la psychiatrie n'est jamais loin. Et ça, le petit chapitre, il a appelé l'ombre portée des diagnostics. La psychiatrie n'est jamais loin, elle surgit à l'improviste quand quelqu'un, par exemple, arrive dans le groupe et dit mon psychiatre m'a changé le traitement, je ne suis plus schizophrène, je suis bipolaire. De manière joyeuse, voire provocatrice. Ou de tel autre qui va dire, on a une bouquinerie solidaire, qui va dire devant une cliente de manière intempestive, ah ben moi qui suis schizophrène. Bon, toutes ces paroles sont des interpellations, des présents, des demandes de discussion, voire des provocations. Alors, cela traduit de toute façon la perplexité ressentie qu'apporte tout diagnostic. Hein, tout diagnostic, même attendu, a un caractère blessant, stigmatisant. Comment dire ça? Il est difficile de se sentir assigné à une certaine catégorie, hein, qu'elle soit scientifique, entre guillemets, ou générale, ce qui peut-être des fois est pire, de malade mental, d'handicapé psychique, tout ça entre guillemets bien sûr. C'est quasiment impossible enfin, d'accepter, de se reconnaître sous ces vocables qui ébranlent des assises narcissiques déjà fragilisées. Donc dans le groupe, on parlera de folie, dans son sens le plus ordinaire. Donc on met la folie entre guillemets, mais elle est là toujours. Les interrogations sur les limites entre ce qui est normal ou pas, les interrogations sur les traitements, les médocs, la sismothérapie, la psychanalyse sont souvent présents aussi dans les GEM. Mais on en parle de manière générale et toujours au passé.
Alors la plupart des personnes qui fréquentent un GEM a connu ou connaît encore beaucoup un suivi psy. Et il est bien évident que chacun a sa théorie sur ce que peut être un délire ou pas, que chacun a sa petite idée, surtout sur le délire des autres d'ailleurs. Donc on voit bien que ces discussions ont un caractère extrêmement flou, mais elles sont là. Alors, j'ai toujours du mal avec ce passage-là, donc ces questions sous-jacentes me paraissent absolument essentielles dans un GEM, et ce, même quand elles ne sont pas formulées, et ce, d'autant que, bon, certains de nos compagnons de route ont quitté, je dirais, la vie dans des conditions assez dramatiques, difficiles à métaboliser. Donc, effectivement, là aussi, c'est là, cette espèce de menace, c'est l'impensé des jeunes. Même si la plupart des gens sont stabilisés, comme on dit, le risque de rechute est toujours possible, et de même que celui du suicide. Bon, dans un GEM, il peut y avoir des phénomènes, enfin des symptômes qui se présentent de manière plus active à certains moments, comme des phénomènes hallucinatoires, mais c'est souvent de manière fragmentaire et atténuée. On distingue des éléments un petit peu des bizarreries, des confusions, un peu de discordance. Dans tous les cas, ces manifestations seront reçues comme de simples, le plus simplement possible, comme des manifestations d'une expérience singulière, ou voire des traits de personnalité, les petites manies des uns et des autres. Il ne s'agit pas là d'invisibiliser les troubles, mais plutôt de les réintroduire comme élément de la conversation ordinaire. Finalement, c'est la conversation ordinaire, vous verrez, qui est vraiment l'outil essentiel de la clinique dans un GEM, et un outil partagé. Donc on arrive quand même à une clinique que j'ai appelée des petits riens, et ses outils. La clinique dans un GEM est l'affaire de tous, on fait tous de la clinique, tous les présents, y compris les emplois civils, font de la clinique, comme Monsieur Jourdain fait de la prose en fait, puisque tout le monde à tout moment peut donner son avis, son point de vue, s'immiscer dans le débat. Alors c'est une clinique bien entendu. L'essentiel de cette clinique, c'est quand même ce qui la nourrit vraiment, c'est quand même de protéger la parole et la place de chacun. C'est vraiment ça l'éthique du GEM. Ça c'est avant de la qualifier. C'est une clinique du Caire, bien entendu, de prendre soin du lieu, c'est-à-dire la maison commune. Notre maison s'appelle la maison de la vague, mais des autres aussi. Et ça, c'est des semblables. Ça, c'est l'entraide mutuelle. Donc l'effet implicite, attendu de ces échanges, et que chacun puisse trouver un chemin, son chemin vers un mieux-être, et aussi retrouver le goût à la vie. Et ça, c'est le titre d'un livre de Stéphane Jaffrin,
qui a écrit un livre qui s'appelle « La tribu des gemmes, un lieu pour renaître ». De fait, si on peut repérer certains effets de groupe dans un gemme, il est très très difficile de faire une clinique individualisée. Sauf à découvrir ensemble, tous, hein, puisqu'on est tous là, des micro-événements. Par exemple, celui qui, pour la première fois, va proposer de faire le café plutôt que de le boire, va apporter un cadeau au groupe, va répondre au téléphone, participer à la vaisselle. Enfin, tout ça sont des choses extrêmement sensibles et source éventuellement de conflits entre les gens, parce que les approches sont différentes. Hein, ou que quelqu'un va s'inscrire à une sortie à l'extérieur. L'extérieur, c'est pas l'intérieur du gemme. Ou que quelqu'un va réclamer la fiche de présence pour inscrire son nom. Et ça, c'est important. Hein, parce que bon, ça tourne beaucoup aussi autour du nom qui s'écrit chaque jour librement sur un cahier, etc. Des gens ne veulent pas l'écrire, prennent des pseudos, peuvent. Hein, bon, tout ça, c'est quand même du travail hein, derrière. Donc, comment faire le lien avec tout ça? Oui, tous ces petits gestes posés dans le groupe et pour le groupe traduisent des changements de position hein, chez les adhérents. Ils traduisent une certaine acculturation aux habitudes du groupe et à ses valeurs. Et derrière tout ça, aussi un désir de reconnaissance. Donc on voit comment ça bouge tout doucement. Donc, quels sont les outils de cette clinique un peu bizarroïde? Bon, ils sont très simples. C'est effectivement, on a évoqué l'accueil et la conversation ordinaire. Alors, l'accueil ne va pas de soi. Hein, l'accueil suppose une disponibilité, une attention à l'autre dans toutes ses dimensions, c'est-à-dire l'écouter, mais aussi le laisser parler. C'est-à-dire le regarder. C'est aussi l'aider à trouver sa place. Quant à la conversation ordinaire, c'est de loin ce qu'il y a de plus difficile de fait dans la pratique. Hein, ça demande beaucoup de tact, ça demande le sens de l'humour, le sens de l'esquive, et souvent le silence. Et tout ça, je dirais, ça s'apprend sans le dire. Hein, on n'est pas dans l'apprentissage. Ça diffuse, ça se transmet. Mais tout le monde fait tout ça. Et donc, la conversation ordinaire, difficile, c'est vraiment la toile de fond du gemme, à partir duquel peut-être une parole transformatrice va pouvoir advenir. Et là, je vous donne une petite citation de François Tosquelles. La parole surgit et pousse d'elle-même dans une fonction de lien disponible pour s'enlacer avec autrui. Elle est un peu compliquée, cette citation. La parole construit de nouveaux liens. La parole comme bruit de fond dans un gemme est plutôt rassurante. Hein, elle permet de s'y cacher, de s'y bercer, mais elle peut prendre des tournures un peu plus inquiétantes. Facile relativement dans un petit groupe,
dans un groupe plus important, réunion, atelier, etc., elle peut se compliquer, se crisper, voire tourner à la cacophonie. Donc voilà pour ce qu'on peut dire de la clinique individuelle, enfin par rapport à chacun des membres du groupe. Hein, donc maintenant, j'arrive sur un petit C qui sont les effets de groupe et quelques pistes pour les pensées. Donc le gène est une entité à part entière, différente de l'ensemble de ses membres, qui s'incarne hein, dans une association, hein, dans sa forme associative. Mais elle est aussi un objet d'appropriation psychique. Nous, dans les j'aime, mon j'aime, et comment dire ça, le groupe évolue dans le temps, il peut accueillir de nouveaux membres hein, à tout moment, et il est extrêmement plastique, il survit au départ de certains de ses membres et se transforme. Hein, donc il y a à la fois cet objet qui survit à tout le monde, enfin en gros c'est l'association, et puis les membres qui vont évoluer, venir, partir, etc. Donc dans son fonctionnement quotidien, le gène se construit et se déconstruit tout au cours de la journée en sous-groupe. Et comme effectivement la fréquentation est aléatoire, enfin la fréquentation est libre, les groupes sont quand même aléatoires. Hein. Il y a beaucoup de surprises, des fois de frustration dans les groupes, et ça demande à chacun une grande faculté d'adaptation. Ce qui explique aussi toute cette mouvance tout le temps. Ces incertitudes aussi, la difficulté de repérer, enfin de faire aussi une clinique collective. Donc j'ai essayé de vous apporter quelques éléments hein, qui pourraient expliquer les mouvements, hein, avec une petite partie pseudo-théorique. Hein. Alors, chaque groupe spontané ou organiser une réunion, un atelier, constitue une scène. Alors oui, je vous donne j'ai oublié de vous dire le titre hein, de petit groupe comme miroir, chambre d'écho et surface d'inscription. Donc chaque groupe va constituer une scène, alors bon, qu'il soit spontané ou organisé, va constituer une scène où chacun va pouvoir s'exprimer ou non, s'exposer ou non, s'entendre parler, se voir apprécier ou contester. Chacune de ces notions va être réfractée par le groupe hein, et va constituer ce qu'on appelle un miroir ou une chambre d'écho. Chacun pourra ou non se reconnaître dans les propos échangés, dans les expériences partagées. Hein, et à ce moment-là, servira de surface d'inscription qui peut créer une certaine dynamique, soit individuelle, soit collective. Hein. On ne sait jamais qui bouge de l'individu au cœur du groupe ou du groupe dans son ensemble. Hein. Il y a ce mélange toujours. Oui, ça c'est important. De fait, tous les sens dans un groupe sont convoqués, hein, de voir, entendre, parler, et l'émotion est souvent au rendez-vous.
ainsi de quelqu'un qui peut arriver de l'extérieur dans le groupe anxieux ou en colère parce que dans le métro, il a cru voir quelqu'un qui le fixait ou quelqu'un qui parlait de lui. Donc ça peut arriver. Excusez-moi, j'ai du mal à faire les il, elle, voilà. Ça peut être aussi des femmes, bien entendu. Et puis il y a aussi souvent des plaintes contre ses voisins connus là qui continuent à faire du bruit dans l'appartement du dessus, dans l'appartement d'à côté. Donc le groupe à ce moment-là sert d'accueil à toutes ces contrariétés. Je les ai mis entre guillemets, toutes ces contrariétés. Il est un lieu de dépôt. On met sur la table une forme d'exutoire, de catharsis qui va permettre de desserrer le lien de solitude et d'apporter de l'apaisement. Il s'agit d'ailleurs moins de trouver des solutions que de parler normalement de tout ça. Le groupe, qu'est-ce que j'ai mis? Oui, alors c'est quand même important. Il s'agit moins de trouver des solutions que de pouvoir poser les problèmes dans le groupe. Mais bon, quand même, il faut le souligner, souvent ce sont les adhérents eux-mêmes qui trouveront des solutions à certaines situations en impasse, qui trouveront les mots. Ça, c'est quand même important. Et là, on voit bien qu'il s'agit moins de résoudre donc des problèmes que de les évoquer dans la confiance. Alors, une autre piste possible, c'est la notion de par-excitation et d'enveloppe psychique. Donc, si l'on se réfère à Freud, il existerait dans l'appareil psychique une fonction de par-excitation qui permet de se protéger contre les excès des excitations venues du monde extérieur. Cette fonction permettrait de construire une barrière entre le monde du dedans et du dehors et de protéger contre les fractions et l'attaque des défenses. Donc ça, c'est quelque chose de... Bon, il me semble que c'est vraiment ce qui se passe dans un groupe d'entraide mutuelle. C'est peut-être son objectif principal. Protéger les adhérents contre effectivement ces excès d'excitation, ces atteintes à leur défense aussi, qui risquent de dépasser leur capacité de défense. Bon, ça peut aller là. Une autre piste, celui de l'enveloppe psychique chez Didier Anzieux. Alors, selon lui, le groupe, en tant qu'enveloppe psychique, aurait une fonction de contenance et de transformation. Donc, en fait, c'est la décharge par la parole, essentiellement, qui va soulager l'angoisse ou la tension. Et on retrouve là aussi l'idée d'une enveloppe psychique intérieure qui permet de travailler les émotions. Pour moi, de fait, le j'aime tisser de tous ces questionnements que j'essaie de vous transmettre
c'est-à-dire quand même sur la folie, ce qui est normal, ce qui ne l'est pas, sur la stigmatisation, les risques de rechute, voire plus grave, c'est quand même tout un climat. Et il me semble que dans ce contexte, le groupe a surtout, enfin, pour moi, hein, aurait une fonction d'élaboration secondaire. Hein. Je ne sais pas comment dire ça non plus. Je ne sais pas ce que j'en ai dit. Et en tout cas, qui constitue un puissant facteur de protection. Hein. Le groupe filtre certains vécus et permet de les mettre à distance. Ça, bon, je ne sais pas si c'est très clair, hein, ce que je vous dis. Vous me dites si ça va pas. Ça va? Enfin, le gène pourrait être considéré comme un espace intermédiaire potentiel pour chacune des membres, entre eux, mais aussi par rapport à leur expérience sociale extérieure. Ainsi, il pourrait constituer cet environnement suffisamment bon de Winnicott qui permet à chacun de s'individualiser dans le groupe et de se reconstruire dans un environnement que moi je qualifierais de suffisamment bienveillant. Parce qu'on parle beaucoup de bienveillance hein, dans les gènes. C'est le maître mot. Bon. Donc, voilà, je pense que pour l'instant, on est bon. Hein, je crois que bon, j'arrive à la créativité dans un gène. Mais bon, on voit là que ce qu'on a tenté jusqu'à présent, c'est une approche en creux du délire, des délires, de ce qui se passe dans un gène et des moyens quand même extrêmement pauvres qui nous sont donnés pour travailler ces questions d'une manière quand même très singulière. Donc, la créativité dans un gène, bon, on va commencer par tout un petit chapitre sur délire, création, créativité, avant de passer aux activités et aux productions publiques. Hein. Donc, il faut d'abord distinguer la créativité de la création au sens de l'œuvre en tant que telle, reconnue en tant que telle par sa qualité, son ampleur, etc. Le délire n'empêche pas toujours la création. Que l'on songe à Artaud ou à Van Gogh, mais la création, et ça c'est une découverte des psychiatres anciens déjà, qui même avant l'invention, enfin la découverte des neuroleptiques, s'employer à aménager au mieux la vie cellulaire, la création peut avoir des effets d'atténuation sur le désir, sur le délire, oh là là. Oui, sur des délires, en tout cas, de le fixer et du coup de changer radicalement la position du patient au sein de l'institution. Hein, et là, on peut penser aux œuvres quand même extraordinaires, monumentales, d'Aloïs Corbaz ou d'Adolphe Wölffli, qui ont pu produire pendant des décennies de vie axillaire des œuvres absolument inimitables, quoi, qui nous laissent pantois.
Donc, c'est à partir de ces constatations que s'est développé en psychiatrie, l'ergothérapie et toutes sortes d'ateliers destinés à soutenir le parcours des patients. En fait, ces ateliers, on va les retrouver aussi, on va les retrouver aussi dans les GEM. Hein, mais ils n'auront pas du tout, ils auront une fonction complètement différente. Ils ne seront pas là pour soutenir le parcours du patient, mais pour susciter des expériences sensibles, hein, de nature à nourrir sa créativité. Les références aux créations artistiques et culturelles sont fréquentes dans un GEM. Hein. Il y a des ateliers, enfin, il y a beaucoup de sorties à l'extérieur de théâtre, concerts, expos, musées. Mais c'est pour nourrir la créativité qui, elle, est une notion beaucoup plus modeste que la création, mais qui est essentielle, selon Winnicott toujours. Hein. Pour lui, la pulsion créative et le jeu sont à la source même de la culture. Alors, je vais peut-être regarder mon texte pour vous dire un petit peu ce que nous dit Winnicott ou ce que j'en ai compris. Alors, selon Winnicott, la créativité est largement partagée par tout un chacun. Il s'agit même d'un mouvement naturel, enfin d'un processus de développement naturel par lequel le bébé va pouvoir se détacher de la mère avec laquelle il fait un tout au départ. Hein. C'est par l'objet transitionnel, le doudou, puis la manipulation des objets et le jeu créatif que le bébé va pouvoir, Winnicott dit, inventer entre guillemets la réalité, c'est-à-dire découvrir la réalité, peut-être, bon, s'y confronter, découvrir surtout que la mer et tous les humains, les objets, lui sont extérieurs. Alors, ce processus de séparation, et je dirais de mise au point permanente de la réalité, se poursuit tout au long de la vie. Ça ne concerne pas que le bébé, mais aussi l'adolescent, l'adulte que nous sommes devenus. Donc c'est par Winnicott fait ainsi l'hypothèse qu'entre la réalité interne, c'est-à-dire l'espace psychique, enfin la réalité psychique, et le monde extérieur, la réalité partagée, il existerait une zone intermédiaire où ces deux mondes, intérieur et extérieur, se rencontrent et se transforment mutuellement. Il me semble que c'est vraiment là ce qui se produit, enfin, potentiellement, dans les ateliers et dans le secret un peu de chacun. C'est ça la frustration hein, des GEM, parce qu'on ne sait jamais. Mais ça se passe quand même. Donc, chose très importante pour Winnicott aussi, il le dit comme ça, il s'agirait là d'une zone ouverte, illimitée, d'expériences concrètes, pleines d'intérêt et de plaisir pour le sujet. Bon, il me semble que c'est quand même vraiment là aussi le rôle d'un GEM, enfin, voilà. Alors, cette hypothèse-là, elle est séduisante parce qu'elle nous permet peut-être, elle nous console un peu d'expliquer hein, les transformations naturelles
que je mets entre guillemets aussi, que l'on constate chez certains adhérents des GEM. Hein. Le GEM peut avoir des effets positifs. Et aussi, ce qui expliquerait aussi la qualité de la créativité des ateliers dans les GEM, hein, cette espèce de mouvement permanent. Bon. Donc, j'en arrive aux ateliers ou pratiques sensibles dans les GEM. Alors, les GEM se distinguent par leurs activités, ça vous le savez, bon, de toute nature, pratique, de loisirs culturels, donc on sait. Ces activités dépendent très largement des envies, hein, des envies et des compétences des membres du GEM comme des animateurs, animatrices. Hein, ils peuvent prendre des formes différentes, ils répondent parfois à des opportunités de rencontre et, par exemple, un atelier peut être animé par un professionnel ou un bénévole extérieur, bon, un comédien, un vidéaste, un musicien. Mais le plus souvent, et c'est le cas dans notre GEM, les ateliers de base, ceux qui ponctuent la vie du GEM, sont animés ou co-animés par les membres du GEM. Hein, donc pour nous, par exemple, nous avons un atelier d'écriture. Enfin, ce sont en général des ateliers hebdomadaires. On a un atelier d'écriture, d'art plastique, des émissions de radio régulières. Bon, donc on pratique aussi régulièrement comment ça s'appelle, la lecture orale, comment on appelle ça? Bon. Oui, la lecture à voix haute, c'est ça. Ça m'arrivait pas. La lecture à voix haute, le partage musical, etc. Alors, autour de ces activités hebdomadaires qui vraiment ponctuent le temps et la vie, hein, parce que il y a une tension vers ces activités. Il y a des activités plus éphémères comme la cuisine, la couture, bon, ça peut être toute chose. Bon, le papier mâché, on a un adhérent qui gère beaucoup le papier mâché. Ou alors des ateliers plus éphémères qui sont plutôt orienté vers la préparation d'un événement. Hein, par exemple, l'écriture d'un scénario, de la préparation d'une vidéo, d'un film. Bon, on a fait des choses des fois un peu extraordinaires comme décorer des triporteurs pour la Mad Pride parce qu'on a fait la Mad Pride les 2 années où elle a eu lieu. Voilà. Donc, ça peut être aussi dans des ateliers éphémères, ponctuels. Ça peut être aussi une intervention dans les écoles d'éducateurs. Donc, c'est des choses qu'on fait aussi timidement, mais ça peut se faire de loin en loin. Bon, pour les ateliers, en fait, nous, on aimerait bien, pour les ateliers artistiques, quand même, qui sont un peu au cœur de nos pratiques, les appeler, enfin, les qualifier, je dirais, de pratiques sensibles, au sens où l'entend Olivier Brisson dans un livre relativement récent qui s'appelle Pour une psychiatrie indisciplinée. Et ce, pour pour en montrer enfin, le caractère expérimental de l'improvisation, bon, de la créativité spontanée et surtout du plaisir partagé qui va permettre à chacun de trouver
son propre style hein, dans ce type d'activité, de bégayer dans sa propre langue, comme aurait dit Gilles Deleuze. Et de fait, certains se trouvent des talents, se découvrent des talents. On vous aurez quelques exemples après dans la discussion si vous voulez. Bon, ces ateliers ponctuent le temps, ils se transforment d'année en année, c'est pas figé, bien entendu, et chaque GEM écrit son histoire pour s'inscrire dans la cité. J'arrive au tout dernier, j'espère que je vous fatigue pas trop, au tout, au tout dernier point de l'exposé qui porte sur les productions publiques et l'impact dans l'environnement. Alors, bon, ce que je tiens à préciser, les activités, entre guillemets, ben, ça nous énerve un petit peu des fois. Bon, ce mot-là, ne sont pas là pour simplement pour occuper les adhérents ni les distraire. Hein. En fait, ils sont vraiment là pour susciter de l'intérêt, pour susciter des expériences inédites, pour évoquer des souvenirs, aussi source de plaisir à partager. Donc, dans les ateliers, en fait, il y a beaucoup de textes, de dessins. Enfin, on produit toutes les semaines. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on sait mal conserver, malheureusement. Mais les textes, dessins, musique servent de réservoir qui pourront nourrir, par exemple, un journal, s'il y en a un, des émissions de radio, euh, des expositions d'art plastique. Hein. Alors, dans notre GEM, il y a effectivement un journal qui existe depuis 30 ans, puisqu'en fait, on a été reconnu, enfin, le journal préexistait à la création du GEM, donc c'est les 30 ans cette année. J'aurais aimé vous donner on va faire un numéro spécial, mais il n'est pas prêt. Il y a une émission de radio régulière depuis 2017 hein, qui est retransmise sur un site qui s'appelle Pinode, hein, à roue libre, c'est le nom de l'émission. Il y a des expositions, on a la chance d'avoir une bouquinerie ouverte au public, il y a des expositions qui concernent à la fois le GEM et la bouquinerie, une dizaine à peu près par an, qui réunissent des artistes de notre groupe, mais pas uniquement, ça peut être d'autres institutions et aussi des artistes extérieurs. Hein, ça, on tient beaucoup à cette mixité sociale. Qu'ils soient d'ailleurs en situation de handicap ou non aussi, ça fait partie de la mixité sociale pour nous. Bon, qu'est-ce que je peux vous dire encore? Ah ben oui, si, l'essentiel puisqu'on parle des productions publiques, donc au-delà de la vie intérieure, entre guillemets, du GEM, des relations au quotidien, il existe une réalité partagée aussi, où le GEM va se déplacer dans la cité pour se faire reconnaître, par exemple au forum des associations, pour diffuser son journal, pour produire ses émissions de radio, ou participer à des événements collectifs. Et nous, dans notre cas, on participe à quand même beaucoup de choses qui ont trait à la santé mentale quand même. Les semaines d'information sur la santé mentale, mais aussi les semaines de la folie ordinaire, mais aussi le festival Sonic Protest, les journées vidéo en santé mentale et des rencontres avec le collectif Encore Heureux au Mans. Alors, tous ces moments partagés le sont aussi
dans l'environnement immédiat, avec les voisins. Et bon, la bouquinerie facilite beaucoup ça, hein, puisque avec les voisins, on peut organiser des lectures, des petits concerts, voilà, bon, même, oui, bon, ça va. C'est-à-dire que j'ai un peu beaucoup de choses à dire, alors je me... Donc, et donc, participation dans la proximité avec les voisins, mais aussi avec les associations du quartier. Hein. Et par exemple, on est très fiers d'avoir pu inscrire notre logo, c'est un petit dauphin en céramique, sur les colonnes du jardin de Belleville. Avec, bon, on est aussi content d'avoir pu faire dans ce même jardin de Belleville un petit film qui a été présenté à Lorquin. Et dans ce jardin, en fait, où nous faisons régulièrement l'été de la pétanque ou du ping-pong. Hein, voilà, ça c'est par tous euh, toutes ces manifestations qui construisent aussi des traces, des supports durables. Le GEM ben, renforce son identité et construit son histoire en fait, hein, et devient par là partenaire bon, d'un quartier, des associations et bon. Bon, je crois que je pense qu'on peut peut-être s'arrêter là pour les activités parce qu'on peut en reparler après. Euh, mais un petit mot quand même sur les échanges avec les autres GEM, parce que c'est assez important. Donc pour nous, ce sont les GEM d'Île-de-France, mais pas tous les GEM non plus. Hein. De fait, ce sont plutôt les adhérents, enfin les personnes, on s'aperçoit, circulent de plus en plus entre les GEM, créant de leur propre mouvement, de leur propre initiative, des complémentarités. Ils choisissent les heures, les jours, les activités, comme ça, à la carte. Et donc, il y a une forte solidarité qui se construit grâce aux adhérents entre les différents GEM, selon les activités. Bon, il y a vraiment du métissage. Euh, Voilà, enfin, il y a du coup, une forte solidarité entre ces gemmes-là qui se rencontrent uniquement selon les affinités et pas selon la commande officielle, hein, parce que, bon, voilà. Et voilà, c'est fini. Pour l'essentiel, j'en suis à une toute petite conclusion pour ouvrir une discussion. Euh, J'aurais envie de parler de la créativité institutionnelle, celle que donne la forme associative d'un GEM. Parce que, bon, il s'agit pas, la forme associative, c'est pas seulement du semblant, ça peut aussi être un outil d'émancipation qui peut permettre d'être à l'écoute vraiment des besoins des usagers et de réformer, proposer d'autres modalités de fonctionnement. Dans notre cas, par exemple, on a créé une bouquinerie associative enfin, solidaire, qu'on appelle solidaire, ouverte sur le quartier depuis 2010, hein, à l'occasion d'un déménagement dans le 20e. Hein, donc 2010, bon, elle existe toujours. Et en 2016, on a découvert l'existence des emplois civiques et ça nous a beaucoup intéressés parce qu'on constatait quand même que la moyenne d'âge est assez élevée, hein, dans les GEM, qu'on avait un peu envie de rafraîchir tout ça. Et que... Tu veux dire les animateurs, au niveau l'âge des animateurs? Non, l'âge des adhérents.
Ah oui. La moyenne d'âge est élevée dans un GEM. Oui, 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 ça, on pourra en parler si vous voulez. Pour nous, autour de 50 ans, ce qui fait que, bon, on a un doyen de 85, on a peut-être 3, 4, 5 personnes de moins de 40 ans, hein, donc c'est quand même âgé. C'est le cas dans tous les gènes? Je crois que c'est quand même la tendance. D'accord. Ouais, pour peu que j'en sache. De même qu'il y a une surreprésentation des hommes. Et ça aussi, c'est la tendance générale. Ouais. Et bon, c'est un peu des problèmes. Donc, si vous voulez, la forme associative permet éventuellement de trouver un petit peu des parades. Bon, la bouquinerie, c'était pour sortir de l'entre-soi, c'était pour attirer le quartier, renverser la vapeur, attirer le quartier dans nos murs, plutôt que de s'esquinter à vouloir à tout prix approcher des gens qui ne nous attendaient pas. Hein, donc voilà. Et puis les emplois civiques, donc à partir de 2016, qui subsistent toujours, pour nous c'est très très important parce que c'est un apport jeune de personnes qui construisent leur vie. Il y a beaucoup de questionnements entre les adhérents, les emplois civiques. Il y a beaucoup de vie, c'est très intéressant. Et ça ponctue aussi, parce que ce sont des missions limitées dans le temps, hein, entre 6 et 12 mois. Et donc, là aussi, ça apporte du mouvement, du sang neuf, d'autres interrogations. Et donc, voilà, simplement, ce que je voulais dire, bon, que la forme associative et l'intelligence collective, hein, on voit que ce qu'on fabrique ensemble, qui n'est pas toujours bien carré, euh, peut vraiment toucher aux formes même de la structure du GEM, là, parce que c'est vraiment des innovations qu'on a apportées et qui subsistent dans le temps et qui se sont vraiment révélées très, très utiles. Voilà, c'est tout. Alors moi, je vais faire Monsieur Loyal, comme souvent, quand il passe son numéro de cirque, mais voilà, pour relayer les questions des personnes qui ne sont pas là, ce qui n'empêche pas les personnes qui sont là d'en poser, on est tous d'accord. Et même priorité à vous, hein, vous vous êtes déplacés. Moi, j'ai une question à poser par rapport à votre profession, en fait. Oui. Et du coup, votre positionnement dans le GEM, parce que là-bas, vous n'êtes pas identifié non. Comme professionnel de santé. Ah non, du tout. Mais si vous voulez, bon, disons que j'ai toujours eu quand même un peu une place particulière parce que bon, j'ai fait partie du membre du conseil d'administration. Quand on a créé le GEM, en fait, j'ai permuté ma place avec celle du vice-président. Je suis devenue vice-présidente et l'usager qui était vice-président est devenu président. Hein, donc, il y avait une continuité, etc. Mais quand même, le GEM, c'est vraiment une ouverture. Donc, tous les autres membres du conseil d'administration sont des usagers. Hein, donc, président, usager. Mais pendant longtemps, j'exerçais en tant que membre du conseil d'administration. Ensuite, participant aux instances vives quand même, hein, du GEM dans son quotidien, mais pas en qualité d'animatrice. En revanche, bon, j'ai toujours eu une fonction un peu de coordination sur la bouquinerie associative qu'on a créée en 2010, donc ça fait quand même 15 ans donc, cette bouquinerie, elle est dans les locaux même du GEM, hein, elle est adjacente. Donc, bon, voilà, il y a une grande porosité quand même entre les deux instances. On peut dire que la bouquinerie est une unité particulière qui répond pas exactement aux objectifs du GEM, enfin en particulier en ce qui concerne la circulation, puisque cette bouquinerie, elle est faite elle est animée par des bénévoles,
mixtes, hein, soit en situation de handicap, soit non. Euh, Aussi bien des gens du GEM que des gens d'autres structures. Mais c'est un bénévolat structuré, on vient pas quand on veut, etc. Donc c'est vraiment, ça introduit quand même quelque chose d'un petit peu différent et d'intéressant dans le GEM. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une orientation autour d'un travail plus structuré. Hein, et bon, il y a le contact avec la clientèle, il y a la régularité, il y a la gestion des bénévoles, voilà. Est-ce que je réponds? Alors, pas tout à fait. Moi, par rapport à votre métier de psychologue. Ah, ben c'est. Être là-bas, Ah, ben, j'imagine que les gens le savent. Enfin. oui, plus ou moins. Enfin, bah oui, une grande partie le savent parce que on est parti avec un noyau fort, hein, qui fait quand même un peu délité parce que le fait de devenir GEM a fait fuir une partie des gens qui participaient à notre club. Par on changeait enfin, bon, l'ouverture, tant qu'on est resté dans le 17e, on a commencé par travailler dans un garage. Dans le 17e, au-dessus d'un garage. Bon, voilà. Et là, on a commencé, mais on était près de l'association à laquelle était rattaché notre club, hein, qui était bon un service de suite, si vous voulez, mais co-géré vraiment avec les usagers, sans obligation d'être là, etc. Hein. Il n'y avait pas de règles de service de suite, mais en gros, c'était que des gens qui se connaissaient, qui avaient fait tout le parcours dans l'association pour obtenir un logement individuel et qui n'avaient plus on n'avait plus aucun lien, voilà, contractuel, hein, avec eux. Et donc, le fait pour nous, tant que ça a été dans le 17e, c'était pendant presque 3 ans, 2 ans et demi, bon, mais au moment où on est passé dans le 20e et où on a encore plus ouvert avec la bouquinerie, et beaucoup des adhérents du début nous ont quittés. Donc il y a quand même un noyau qui reste, hein. Donc ceux-là, ils savent bien sûr que j'ai fonctionné autrement ailleurs, mais je pense que c'est pas, enfin, ça n'a jamais vraiment été un problème, ni pour moi, parce que je disais à Chantal en fait, bon, j'ai jamais travaillé directement en psychiatrie, mais toujours aux marges, hein, aussi bien dans ma pratique professionnelle, dans les appartements relais, que dans le GEM. Donc ça ne me gênait pas du tout. Mais il y a quand même une certaine frustration. Bon, ben, on aimerait un peu, bon, des fois, enfin, bon, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, on aimerait avoir ça, je le dis aux professionnels peut-être qui nous entendent, qu'on aimerait parfois avoir des relations un peu plus positives et confiantes avec les services de soins. Hein. Alors, je pense que c'est quand même le problème des grandes villes. Hein. Nous, on a la chance d'avoir quand même s'il y a beaucoup de difficultés, d'avoir un éventail de réponses en matière de psychiatrie, de services médico-sociaux, et donc un éloignement des services de psychiatrie. Enfin, on a peu de contact avec le secteur, bon, voilà. Bon, mais ça arrive de loin en loin, mais c'est très rare. Donc c'est quand même, enfin, ce sont des structures extrêmement fragiles, bah, du fait quand même de l'hétérogénéité aussi, je dirais, des animateurs, puisque bon, il n'y a pas forcément de profil type, ni de formation. Bon, bien, il y a un DU maintenant à Paris 7, non pas à Paris 7, à Vincennes, oui. Paris 8, pardon. Ce serait peut-être mieux à Paris 7, il faudrait. C'est plus psychanalytique. Donc, voilà. Donc,
bon, moi, enfin, j'ai pas travaillé en psychiatrie, mais j'ai fait une psychanalyse. Enfin, c'est quand même ça un peu qui m'anime. Enfin, la manière d'appréhender les situations, les gens, etc. Mais ça n'apparaît jamais directement. Est-ce que ça répond? Il y a des formes de supervision. Alors, il peut y en avoir. C'est pas toujours le cas. Des pratiques. Ouais. Bah, c'est amusant, mais au CPS, on héberge et on accueille un collectif intergène du 93 qui fait sa supervision ici. Ah bon? Mais ils se sont réunis en collectif pour avoir cette supervision. Je trouve Oui, que c'est ça. dans le budget de l'association pour chaque GEM, je sais pas si ça rentre, quoi. C'est ça la difficulté. Hein, la fragilité, bon, il y a un peu le flou sur la structure et les professionnels, mais il y a aussi la précarité. Bon, disons que la dotation forfaitaire est quand même importante, hein, c'est 83 000 euros par an, ce qui n'est pas négligeable, mais qui finalement dans les grandes villes réduit beaucoup le nombre et la qualité des personnels dans la mesure où les loyers sont exorbitants et donc pour avoir un lieu, etc. C'est donc souvent, bon, disons que le modèle un peu qui s'est un peu construit dans le temps parce que l'ARS derrière construit. Enfin, quand je disais qu'on balbutiait au début, qu'on cherchait un petit peu, bon, nous on faisait même des quiz là, dans le GEM au début, sur sur le cahier des charges. C'est vous dire si on était devenu tellement fort qu'on a proposé des formations sur sur la gestion, des formations croisées sur la gestion des GEM pendant 4 ans qu'on a fait financer par le FDVA. Bon. Et puis on s'est arrêté quand la Seine, et ça, c'est quand même aperçu que ce serait bien que ce type de formation existe. Alors on s'est arrêté. Mais oui, il y a ça. Alors les supervisions, des fois, elles sont un petit peu, comment dire, instrumentalisées par les associations gestionnaires, par les parrains qui eux-mêmes sont sur un réseau suffisamment fort pour effectivement. Donc voilà, ça peut être des supervisions issues d'un collectif qui a vraiment la volonté de faire quelque chose ensemble. Et c'est vrai qu'au niveau de chaque GEM individuellement, c'est difficile d'organiser une supervision. Hein, donc, de toute façon, il y a des réunions séparées des animateurs. Il y a une réunion collective de l'ensemble des présents chaque semaine. Bon, il y a quand même bon, des choses qui se transmettent, mais rien de vraiment formalisé. Oui, c'est ça, parce que vous devez quelquefois être confronté à Ah, des ben oui, situations alors ça, oui, ben oui, ben oui. difficiles. Ben oui, c'était pas l'objet là, hein, mais effectivement, je me demande bien ce qui se raconte à Paris 8 en 200 heures sur comment, voilà, s'il faut à la fois faire un peu de nosographie, j'entends déjà la gestion des conflits, enfin les recettes, les trucs et tout. Donc, enfin, je sais pas, hein, je sais pas, mais bon, je pense que ce sont des lieux très compliqués. Alors là, on revient sur l'histoire de la santé mentale, quoi. Hein. La santé mentale, c'est quoi? C'est le fondé de la psychiatrie, c'est juste en faire sans dire qu'on en fait et sans en donner les moyens. Est-ce que c'est complètement, c'est une notion floue, relative, c'est une construction sociale, c'est un peu compliqué, quoi. Ouais. Mais ça renvoie sur la notion de créativité aux espaces transitionnels. C'est-à-dire Oui, que oui, les GEM, est-ce qu'on peut dire que ce sont des institutions et en fait pas des institutions de soi en tout cas? oui.
Mais il y a ça, Mais il y a bien ça, sûr, ouais. bien sûr. Enfin, c'est pour ça ce que j'essaie de vous dire un petit peu, euh, c'est pour ça que j'ai fait quelques références théoriques parce que euh, ça se fait tout seul, quoi. Ouais, c'est ça. Mais en disant ça, en fait, c'est beaucoup une instrumentalisation. Bon, les j'aime, c'est les activités, et plus on en a, plus on est bon, plus c'est pas forcément la créativité, les temps morts entre guillemets. C'est vraiment ces temps interstitiels où il se passe des choses, où les gens sont là pas pour faire quelque chose, mais pour être ensemble. Hein, voilà, c'est bon, ce sont des beaux lieux, quoi. Je ne sais pas si j'ai transmis ça, mais ce sont des lieux vraiment intéressants. Je pense que ce sont des lieux qui pourraient inspirer, enfin, qui inspirent plus d'ailleurs pas des artistes dans des résidences, enfin, parce que là, il y a comment dire, un compagnonnage avec les adhérents qui est quand même toujours un enrichissement pour des gens qui n'ont pas approché ce type de personnes ou pris la mesure finalement. Parce que ça masque un petit peu, quand je disais, bon, la souffrance psychique, on n'en parle pas beaucoup. Hein, c'est pas l'objet. Mais c'est aussi ce qui fait que les personnes viennent. Mais c'est ce qui fait voilà. Et que les animateurs ne sont pas repérés comme des soignants, comme des gens qui ont du pouvoir, quoi, sur leur vie, sur leur choix, sur leur liberté. Bon, c'est vrai que cette notion de liberté, elle est fondamentale, à mon avis, dans l'engouement, dans la manière dont finalement ce dispositif a très bien marché. Il a 20 ans aujourd'hui. On en parle peu, c'est ce qui est plutôt bon signe, enfin bon signe entre guillemets, parce que ça veut dire qu'il n'est pas menacé. Je ne pense pas que les pouvoirs publics aient intérêt bon, voilà, hein, ben voilà. Hein. Donc aussi, ça j'ai pas du tout insisté, on n'est pas en mesure, mais c'est quand même des lieux. Ça, le Bouffadou en parle. Ce sont des lieux on dirait, oui, oui, bien sûr, oui, oui. Sont des lieux aussi de prévention primaire, parce que des fois, on a des gens qui n'ont effectivement jamais eu affaire avec la psychiatrie, mais qui sont quand même en difficulté réelle, souvent qui arrivent plutôt masqués par des difficultés sociales, par exemple, et dans la proximité, par exemple, où comment ça s'appelle, le restaurant Émeraude, qui est voilà, on a du bouche à oreille et des gens qui arrivent comme ça avec des difficultés plutôt d'ordre social. Et bon, il y a d'autres choses, et il y a beaucoup de solitude. Ouais. Voilà. Donc dans les questions, alors il y a Ariane Walker qu'on a accueilli ici, hein, qui suit le séminaire, qui est donc un thérapeute qui est à Montreuil et qui voulait saluer, qui dit que son atelier est à 2 pas du Gène de Montreuil et qui donne son adresse. Alors, je ne sais pas si les autres participants l'auront vu. Si vous la voulez, écrivez-nous et on vous la donnera. Oui. Parce que moi je l'ai. Bon. Ariane. Voilà, et merci. Cécile Rullier qui dit, alors votre propos éclaire de manière intéressante par l'illustration de ce qui est possible en matière de clinique imperceptible dans les gemmes, les difficultés de l'hôpital à permettre une créativité qui colorerait un peu son ambiance. Ah oui. Merci beaucoup. Est-il possible de mettre le plan sur la plateforme de formation? Oui, bien sûr. Voilà, je ferai ça. Ça, c'est autre chose. Oui. Mais voilà, sur la question moi, de ce qui est possible en matière de clinique imperceptible, Oui. c'était un point assez important, ça. Oui. Alors, c'est le miracle permanent. Oui, c'est ça qui est. Je sais pas. Oui, voilà, c'est vraiment les petits riens. Alors, elle a une autre question, Cécile.
Oui, la relaie. oui. Donc elle est psychiatre responsable de secteur en province, dans Oui. une agglomération de 90 000 habitants. Et elle s'interroge sur la nature la plus pertinente à défendre du lien psychiatrie de secteur GEM. Mhm. Elle pense que cela dépend du courant, mais à ce jour, nous communiquons volontiers sur les activités et sur l'existence des deux GEM dans notre salle d'attente. Ce qui est déjà super. Hein, Oui, ben oui. Bah oui, Ben oui. moi, je Ben oui. connais réussi. Oui, alors peut-être préciser quelque chose que ça c'est pour répondre à Chantal, que effectivement il n'y a pas besoin de l'adhésion, enfin la personne se présente spontanément, ne répond de rien dans un GEM, n'a pas besoin d'être présentée, mais ça n'exclut pas que certains soignants ou travailleurs sociaux puissent accompagner des gens trop timides, un peu réticents et facilite la première rencontre. Hein, alors ces rencontres-là, quand je dis il n'y a pas d'entretien, c'est vrai qu'il n'y a pas d'entretien individuel, mais il y a une rencontre qu'on essaie de formaliser. Quand je disais, bon, il y a pas de formation non plus des adhérents à cette clinique, mais il y a une imprégnation, il y a ce fait, quand je disais, bon, ben, comment font les animateurs, on essaie de rester en petits groupes, d'accueillir, euh, de transmettre des choses autour effectivement de l'attention à l'autre. Enfin, je veux dire, certains adhérents ont beaucoup de mal à regarder, à écouter, enfin, voilà. Donc tout ça se fait en douceur. En aménageant les dispositifs, par exemple l'accueil en grand groupe, bon, c'est vite la cacophonie d'un nouveau. Hein, il y a de quoi le faire fuir tout de suite. Hein. Bon, il peut y avoir certaines situations où peut-être parce que le groupe n'est pas disponible, est bruyant, etc., où on n'a aucun bureau, hein, où la personne peut quand même être reçue au sous-sol qui est plus calme, hein, par un animateur et un ou deux adhérents. Donc effectivement, on aménage. C'est vrai que peut-être des fois le fait de passer une plaquette, etc., ne suffit pas. Hein, mais le fait de passer un coup de fil peut aider. Cécile précisait ouais, que ça leur arrive quelquefois de faire des accompagnements pour découverte, Oui, ce oui. qui est pas mal, ouais, Oui. c'est une forme de médiation en fait. Oui, il y a aussi alors ça c'est l'Institut Étienne Marcel, il y a des découvertes collectives. Aller visiter un GEM pour des jeunes, voir qu'est-ce que c'est. Donc là, ils sont reçus et on leur explique ce qu'on y fait. Et il nous est arrivé d'avoir plus tard, enfin, bon, bon, non, je peux pas, il y a trop de choses. Hein, mais des gens qui réapparaissent 3 ans après, quoi, sur une autre structure, sur la bouquinerie, mais qui étaient des visiteurs d'Étienne Marcel 3 ans avant pour le GEM, et puis qui font une demande de bénévolat à la bouquinerie. Ouais. Donc, on ne sait jamais, en fait, hein, comme dit Tosquelles, ça surgit. Voilà. Après, bon, le travail est vraiment uniquement de rendre les choses possibles, quoi. Ouais. C'est ça. Ouais. On est vraiment en pré. Que le lieu existe et qu'il soit ouvert. Voilà. Ouais. Voilà. Et que chacun trouve sa place, quelle que soit sa réticence ou sa problématique ou voilà. Alors il existe aussi des GEM parmi les 720 là estimés. Il y a aussi, je sais pas pour ceux qui ne le sauraient pas, des GEM spécifiques pour les personnes qui souffrent de traumatisme crânien et depuis 2018 pour les gens qui souffrent de troubles du spectre autistique. Hein, donc, il y a des GEM autistes, entre guillemets, GEM autistes, et des GEM traumatisés crâniens.
Donc, mais tout ça pour vous dire que avant que ça existe, un GEM, a priori, il est complètement généraliste, hein, donc il peut accueillir des autistes, des gens bon, traumatisés crâniens. Après, bon, est-ce que c'est le meilleur endroit pour eux? Ça, c'est autre chose, hein, mais nous, on a pu accueillir des autistes, on a beaucoup de liens. Oui, alors Cécile dit, nous avons effectivement un rôle de communication auprès des jeunes, mais comme on s'occupe de psychiatrie du CDAG, c'est Voilà, oui. Moi, je voulais revenir sur la question. Est-ce que dans les GEM, on accueille aussi des personnes d'un certain âge, et pas forcément seniors, mais bien avancées dans la vie, qui n'ont pas d'expérience du soin psychiatrique? Oui, c'est ce que je disais, mais c'est quand même assez rare. Ouais. Mais il y a cet aspect de prévention primaire qui est très déroutant et qui est assez difficile euh, parce que c'est quasiment, oui, je sais pas comment dire, c'est un contresens pour nous que d'aborder ça ou d'imaginer des relais. Bon, on essaie à chaque fois, bien sûr, hein, mais bon, c'est quand même pas fréquent. Mais au Bouffadou, par exemple, je me souviens d'avoir discuté avec Madame Fin autrefois, et elle avait été extrêmement surprise des gens qui étaient arrivés et qui n'avaient vraiment jamais connu la psychiatrie et qui étaient vraiment bien à leur place là. Hein. Bon, le Bouffadou, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est un club thérapeutique pour le coup, donc avec un personnel qualifié. Je vais tirer la couverture un peu encore. Mais donc au CPS, on a ce groupe le mercredi après-midi, Oui. qu'on appelle accueil convivial et thérapeutique. On a étiqueté psychogérontologique, Oui. histoire qu'ils veuillent tout et rien dire. Oui. Mais c'est vrai t'entendant parler de comment fonctionne le GEM, on a, nous, essayé de maintenir le plus d'ouverture possible. Oui. Avec quand même une limite, c'est-à-dire que c'est organisé au centre de prévention du suicide, quoi. Alors ça, c'est pas neutre non plus. Oui. Ouais. Oui. C'est vrai que ça, le signifiant prévention du suicide, enfin, c'est un peu lourd, effectivement, pour des primo-arrivants. Je sais pas comment dire. Il y a des gens que ça peut arrêter un peu. Ce qu'on constate, nous, c'est que les gens qui ont vraiment besoin de cet accompagnement vers du lien avec les autres, bien sûr. s'en foutent. Ah bon, d'accord. Ceux-là, ils s'en foutent. D'accord. Mais c'est pas rien. Mais je pensais à ça justement dans l'idée que ce groupe, au départ, on l'a vraiment pensé comme qu'il n'y ait aucun frein, qu'il soit ouvert, les gens viennent s'ils veulent, il y a un temps. Une fois qu'on est venu une fois, on connaît, on sait comment ça fonctionne, et ensuite ils viennent. Mais je pense que c'est quand même une difficulté pour des personnes qui n'ont pas, comment on va dire ça, de culture de l'institution psy. Oui, bien sûr. Donc on jongle avec ça tout le temps. Oui. Oui. C'est vrai que les GEM, c'est un aspect préventif, mais de la rechute, hein, plutôt secondaire. Hein, c'est compliqué. Hein, c'est pour ça que les médiations type atelier, tout ça, favorisent beaucoup, parce que ça banalise aussi. On vient pas. Bon, c'est vrai, on peut peut-être oublier l'intitulé du lieu. On vient pour tel atelier, tel groupe. Mais tout est compliqué, quoi. Mais c'est quand même paradoxal effectivement d'accueillir dans un lieu totalement démédicalisé ou dépsychologisé, je sais pas comment dire, des personnes qui quand même peut-être 80% des gens que l'on reçoit ont effectivement un parcours psy plus ou moins important et souvent important. Hein, c'est plutôt des troubles d'ordre psychotique. Ouais, je pensais les patients qui fréquentent des GEM régulièrement, moi je les ai toujours perçus comme ayant une culture même assez étendue de ce que c'est le soin. C'est des patients qui ont du métier, quoi. Et voilà, tout à fait. Ouais. Tout à fait.
ce sont pas des enfants de cœur, hein. Enfin, voilà. Et d'où ces réticences parfois par rapport à la psychiatrie aussi qui valorise les gemmes parce que c'est bon. Ou même entre psychiatres et psychologues, bon, il y a les mauvais psychiatres, mais les psychologues, bon, ils sont un petit peu protégés, quoi. Enfin, bon, tout ça, c'est voilà.